je suis Liv, dénicheuse culturelle avec intention, et aujourd'hui je viens te parler d'un livre qui met en lumière les conséquences du racisme et les dérives du bumidum. Chaque œuvre est un tambour. Ici, on fait vibrer les voix que l'on tait. Parlons un peu de l'autrice. Françoise Modoc est née en Martinique en 1920. Elle fait des études de dactylo. Elle part vivre en France où elle rencontre son futur mari, qui est militaire. Ils vont voyager dans plusieurs pays et ils vont décider de s'installer avec leurs enfants à Marseille. Françoise Ega, surnommée Man Ega, est très active dans la vie associative de Marseille. Son premier livre est un récit autobiographique qui s'appelle Le temps des Madras et qui a été publié en 1966. Lettre à une noire est une correspondance fictive avec Carolina Maria de Jesus, une écrivaine brésilienne. Et ce récit débute en mai 1962, mais il n'a été publié qu'à titre posthume en 1978 avec une préface d'Elsa Dorlin. Au niveau du contexte social et politique, on se trouve donc en 1962 quand Françoise Ega écrit ce livre, donc en plein dans la Ve République, et on est marqué par la guerre d'Algérie qui a débuté en 1954 et qui se termine en juillet 62 avec l'indépendance de l'Algérie. En 1963, on a la création du BUMIDOM, qui est le Bureau pour le développement des migrations des personnes des territoires d'outre-mer, qui a été donc créé par Michel Debré, pour ne pas le citer. Et en gros, c'est un organisme qui facilite la migration des Domiens vers l'Hexagone. Cela concernait la Réunion, la Martinique et la Guadeloupe. Alors, l'argument qui était avancé, c'est qu'il y avait une surpopulation dans les DOM et qu'en France, il y avait des territoires qui étaient déserts, qui avaient besoin de main-d'œuvre. Et donc, c'était entre guillemets un échange de bons procédés. Vous avez besoin de travail, nous on a besoin de gens, voilà, on vous facilite un petit peu ces migrations. Françoise Ega tombe en fait sur un article de Carolina Maria de Jesus sur son livre Le Dépotoir, un journal intime pour raconter la vie des Noirs dans les favelas, illustré par des photos. Donc elle a publié ce livre en 1962, Carolina Maria de Jesus, et donc Françoise Ega tombe sur cet article et par rapport à sa situation, elle se dit moi aussi je vais écrire en fait. Mais oui Carolina, les misères des pauvres du monde entier se ressemblent comme des sœurs. On te lit par curiosité. Moi je ne te lirai jamais. Tout ce que tu as écrit, je le sais, et c'est si vrai que les gens les plus indifférents font un boom de tes mots. Il y a 8 jours que j'ai commencé ces lignes. Mes petits bougent tellement que je n'ai guère le temps de coucher sur le papier le tourbillon de mes pensées. Je suis indignée. Une fille de mon pays m'a raconté de telles choses sur sa vie chez les patrons que j'ai juré d'en avoir le cœur net. Dès le début, l'autrice explique le but de son livre. Ce livre est une expérience, une étude sociologique pour voir les conditions de vie et de travail des femmes noires antillaises chez des employeurs blancs. La première chose qui m'a marquée dans ce livre, c'est vraiment la déshumanisation de ces femmes par ces employeurs en fait. Ils les considèrent même pas comme des êtres humains, même pas comme des animaux parce qu'ils seraient gentils avec des animaux. C'est vraiment je sais même pas, c'est plus bas que des animaux quoi en fait, même si les animaux n'ont pas à être bas d'ailleurs. Je gagne de l'argent et je fais le point. Je suis une femme de ménage depuis 5 jours. Mes employeurs sont embarrassés parce que je ne suis pas fraîchement débarquée. Je parle des Champs-Élysées, de la Touraine ou de Notre-Dame de la Garde, avec beaucoup de facilité. Ils ne peuvent pas d'emblée m'appeler Marie ou Julie. D'ailleurs, cela ne les intéresse pas. Ils ne m'appellent pas du tout. D'autre part, dans ce récit, il y a énormément de références à l'esclavage. On a le vocabulaire de la fatigue et de l'exploitation. En effet, page 179,
Elle écrit 25 juin 1963. Je suis trop lasse pour t'écrire, ma vieille Carolina, et trop découragée aussi. Renée a décidé de ne pas partir en vacances parce qu'elle veut payer son affranchissement au plus tôt. Donc voilà, on a le terme d'affranchissement, euh, qui est vraiment un terme de la colonisation de l'esclavage en fait. Et ensuite, elle dit une chose très intéressante, mais j'ai pas vraiment trop d'avis dessus. Ainsi va la vie, et j'ai regretté de ne pas être africaine, parce que l'africaine ne se fait pas femme de ménage, parce que l'on ne fait pas venir les femmes de ce continent. Elles sont inconsciemment trop éprises de liberté. Et voilà, j'ai trouvé vraiment cet extrait intéressant, parce que là, elle oppose un petit peu les Antillaises aux Africaines, en disant que les Africaines, bah, ils n'ont pas subi l'esclavage, donc ils sont libres. Et les Antillaises ont subi l'esclavage, donc sont un peu dans une sorte de servitude constante, en fait, même une fois l'esclavage terminé. Sauf que la réalité aujourd'hui, en tout cas, alors je ne sais pas ce qui était en 1962, mais on a beaucoup de femmes africaines qui font le ménage, en fait, hein, qui sont dans des entreprises de ménage. Il y en a beaucoup. Donc voilà, c'était peut-être pas le cas à cette époque-là, mais voilà, du coup c'est intéressant cette réflexion pour comprendre aussi l'époque. En tout cas, dans ce livre, on découvre vraiment un quotidien très précaire de ces femmes de ménage employées par des familles blanches. La plupart de ces femmes n'ont nulle part où aller parce que donc le Bumidum a été écrit en 63, mais avant 63, il y avait des familles qui payaient en fait le billet de femmes pour qu'elles viennent faire le ménage chez eux. Et en fait, après, elles étaient à leur merci, en fait. Elles avaient un aller sans retour et elles devaient le rembourser. Et bah, bien sûr, ça prenait des mois et des mois, puisqu'elles étaient nourries, logées. Donc voilà, il y avait une espèce de à profiter en fait de l'ignorance de ces femmes pour leur faire subir tout un tas de vexations et vraiment c'est bouleversant. Françoise Ega vit cette expérience à fond, allant même jusqu'à créer des situations cocasses, ce qui nous fait du bien parce qu'il y a un petit peu d'humour quand même dans tout ça. Et à travers ce récit, elle nous parle également de son rôle de mère, de son travail d'écriture. On réalise aussi que la religion est très importante pour elle. Les thèmes de ce témoignage sont donc le travail domestique des Antillaises, les conditions de vie des femmes, l'esclavage, le racisme, et le ton est assez lucide et ironique. Ce texte a une dimension sociale et politique. Il donne un autre regard sur le racisme et le colonialisme français. En conclusion, Lettre à une Noire illustre le racisme systémique français. C'est un témoignage social, une réflexion sur ce que le colonialisme peut engendrer. C'est à la fois un récit intime et en même temps un essai à portée universelle sur la condition des femmes noires en France en 1960. Pour aller plus loin, je t'invite à lire la BD Tropique Toxique, le scandale du chlordécone de Jessica Oublié. C'est une enquête sociale sur la catastrophe écologique qui a eu lieu aux Antilles, mais aussi en Afrique. Je t'invite également à lire l'essai Peau noire, masque blanc de François Fanon, qui est une analyse des mécanismes psychologiques du racisme. Et en dernier, pour les livres, je t'invite à lire Piment Zozio, Les enfants oubliés de la Réunion, BD que je n'ai pas encore lu, mais qui traite du scandale des enfants de la Creuse. Et je t'invite à te documenter sur ce scandale. Et pour ce qui est à voir, je t'invite à regarder le documentaire Nuit bleue de Guadeloupe, qui est un documentaire sur les attentats pour l'indépendance de la Guadeloupe dans les années 80. Et je t'invite à aller voir la pièce Goyave de France, qui met en lumière le scandale des enfants de la Creuse, justement. Le 12 janvier 2010, à 16h53, dans un crépuscule qui cherchait déjà ses couleurs de fin de commencement, Port-au-Prince a été chevauché moins de 40 secondes par un de ces dieux dont on dit qu'ils se repaissent de chair et de sang.
chevauché sauvagement avant de s'écrouler, cheveux hirsutes, yeux révulsés, jambes disloquées, sexe béant, exhibant ses entrailles de ferraille et de poussière, ses viscères et son sang. Livré, déshabillé, nu, Port-au-Prince n'était pourtant point obscène. Ce qui le fut, c'est sa mise à nu forcée. Ce qui fut obscène et le demeure, c'est le scandale de sa pauvreté. Faye Yannick Lahens. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Laisse résonner le tambour. À très vite pour de nouvelles vibrations culturelles avec intention. Psst, je t'invite à visionner ma chronique de Paracoon, l'histoire du dernier esclave américain.